Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour la Tribune Connect Live en partenariat avec CGI. Alors, avis de gros temps sur l'industrie française qui doit adresser de nombreux défis pour rester dans la course à la compétitivité. Entre la pénurie de matières premières et de composants, la difficulté pour attirer les talents, les enjeux posés par le réchauffement climatique et les exigences des consommateurs. Alors, nombreux sont ceux qui ont donc misé sur le digital comme moyen d'atteindre ces nouveaux objectifs de résilience et de développement durable. Nos invités, chacun dans leur domaine, vont illustrer ces capacités de résilience et d'adaptation industrielle grâce à la digitalisation. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui autour de cette table Bruno Darboux. Bonjour. Vous êtes président d'Aerospace Valley. Jean-Bernard Rodriguez, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge de la région Grand Sud chez CGI. Julien Saillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'excellence opérationnelle chez Pierre Fabre. Et enfin, Rémi Vernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Digital Supply Chain chez SAP France. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. On va peut-être commencer par une question commune, histoire d'alimenter et de poser le débat. On va commencer avec vous, Rémi. Pourquoi la transformation digitale de l'industrie est-elle devenue un enjeu fondamental ? Je pense qu'il y a 4 raisons à ça, hein. Nos clients, les industriels ont quelque part une motivation de garder leurs clients et puis d'en acquérir de nouveaux, donc une notion de revenu, une notion de performance opérationnelle pour maintenir un niveau de satisfaction et bien sûr pour préserver leur marge. Je pense qu'il y a tout le développement et l'enablement, vous m'excuserez le terme en anglais, de nouvelles offres et de nouveaux business models. Puis il y en a un quatrième qui est aussi important, qui est l'aspect réglementaire. Qui prend de plus en plus de place dans de plus en plus d'industries. Même question pour vous, Julien. Pourquoi la transformation digitale de l'industrie est un enjeu fondamental ? Enjeu fondamental pour la connexion auprès de nos clients, la transparence auprès d'eux et être capable d'avoir le plus d'agilité possible d'un point de vue opérationnel pour répondre à leurs nouvelles demandes, leurs besoins et donc d'être plus performants. Bruno Darboux, avec votre casquette de président de l'Aerospace Valley, avec une vision un peu plus métier. Oui, ce que disent mes collègues fait écho. J'espère que mon micro fonctionne. On vous entend parfaitement. C'est parfait. Donc ça fait tout à fait écho. Moi, si vous voulez, je vais peut-être camper le décor sur ce que c'est qu'Aerospace Valley. C'est un pôle de compétitivité qui regroupe les industriels et les académiques des filières aéronautiques et spatiales sur le Grand Sud-Ouest. Donc ça représente 800 membres, des filières industrielles, donc l'aéronautique et le spatial, qui sont très fortes dans ces régions, 150 000 emplois, donc un poids sur la collectivité locale et un poids qui doit être une opportunité aussi de développement. Et un des relais de développement, c'est bien sûr le numérique. Je reviendrai peut-être sur les enjeux de ces deux filières, on aura l'occasion mais ces enjeux, clairement, sont adressés par différents leviers. Le numérique en fait partie. Jean-Bernard Rodriguez, on est vraiment au cœur de ce qui vous préoccupe actuellement. Alors pourquoi cette transformation est devenue un enjeu fondamental ? Alors, je voudrais compléter ce qui a été dit. Il nous semblait qu'il y avait 3 points essentiels. D'abord, l'approche, on était centré sur les produits et l'industrie devient centrée sur les clients. Quand j'étais petit, je me souviens qu'on achetait une voiture, les options, c'était très cher. Et aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, vous avez 25 personnalisations et donc ça devient naturel. Et la digitalisation va permettre ce type de travaux. Il y a aussi un autre point important et essentiel, c'est l'écosystème. De plus en plus, quand on délivre, on n'est plus seul dans notre usine. On a besoin de la connexion avec nos clients. Certains industriels offrent la possibilité de voir votre voiture ou d'autres en cours de fabrication, mais on a besoin d'avoir de la matière première, des sous-traitants, des informations RH. Et donc, on est dans un écosystème qui est interconnecté, qui est communicant. Et donc ça, c'est un point essentiel. Et puis après, vous avez un petit peu parlé des talents dans votre introduction, si je me souviens bien. Oui, c'est la guerre des talents. Et donc, on passe d'un modèle où l'industrie est drivée par des talents, ou dans un modèle où l'industrie est drivée par les données. Parce qu'on a beaucoup de richesses dans les données, et l'industrie du futur, pour nous, c'est cette capacité à utiliser les données. Alors, on va parler d'intelligence artificielle, etc. Mais c'est surtout la capacité à exploiter les données que nous avons dans notre industrie.
On va avoir le loisir d'y revenir. Je reviens avec vous, Monsieur Darboux, sur Aerospace Valley. Alors, vous souhaitez mettre en avant des initiatives qui vont justement dans le sens de cette digitalisation de l'industrie, à la fois pour les filières aéro et spatiales. Ça veut dire que c'est déjà bien en marche, bien enclenché? C'est bien enclenché. Je dirais quand même qu'on est sur une industrie qui est en train de se massifier en termes de volume. Paradoxalement, hein, on est encore un peu dans une crise qui a vu s'effondrer notre activité, mais ça repart. Et la tendance, elle est à la production beaucoup plus massive que ce qu'on a pu faire précédemment, que ce soit dans la filière aéro, où on a ces perspectives de montée en cadence d'une industrie qui est très manuelle, très industrie du prototype, et qu'il faut porter vers une industrie d'efficacité, de qualité répétitive à forte cadence. Dans le spatial, c'est pareil. Hein, on a des constellations de satellites qu'il faut produire avec des co-objectifs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait à faire précédemment. On a des lanceurs qu'il va falloir produire dans des conditions de compétitivité sans commune mesure avec ce qu'on a fait précédemment, de par la pression concurrentielle. Tout ça nous amène à vraiment une approche d'automatisation de tous nos secteurs industriels, des gros, des ensembliers, des moyens et des petits. Et à vrai dire, je suis presque plus inquiet et plus porteur des enjeux des petits, des PME, qui doivent trouver leur futur dans une approche d'optimisation de leur capacité industrielle. C'est-à-dire que pour l'instant, cette digitalisation n'est pas tout à fait menée à son terme dans les structures les plus petites. C'est pour ça que vous êtes un peu inquiet aussi. C'est absolument vrai. Mes deux inquiétudes sont sur l'aspect productivité intrinsèque, hein, et donc compétitivité par rapport à des concurrents, notamment la concurrence chinoise, hein, qui arrive sur le secteur de l'aéronautique. Et puis l'autre enjeu, c'est d'arriver à ce que tout le monde travaille ensemble. Et ça revient sur la continuité numérique dont parlait Jean-Bernard, qui est un enjeu d'implémentation dans une filière longue comme la filière aéronautique, qui est un enjeu majeur et encore à faire. C'est quoi la continuité numérique? Je vais jouer le rôle de celui qui comprend rien. Hein. Je joue le rôle de celui qui est expert du sujet. Non, mais la continuité numérique, l'enjeu, c'est de pouvoir définir des produits. Je prends l'exemple de l'aéronautique, qui est un exemple local, mais c'est le même dans d'autres industries. Et donc, toute la supply chain doit avoir la continuité numérique des produits à fabriquer. On imagine bien que quand on va lancer un avion et qu'il faut l'assembler, dans le cours de vie de fabrication de l'avion, on va avoir des événements qui vont déclencher un certain nombre de points, des spécificités qui vont arriver. Et donc cette capacité à ce que l'ensemble des fournisseurs intègrent les nouveautés, et ceci de façon fluide. Hein. Donc dans notre lab, justement, on illustre ça. Qu'est-ce qui se passe quand, à un moment donné, j'ai un changement et comment je vais impacter ce changement, influer ce changement dans toute ma supply chain en gardant la productivité et la qualité. Julien, vous souhaitez réagir? Oui, tout à fait. C'est vraiment beaucoup de sens, cette continuité numérique aussi pour donner la transparence à nos clients et être capable de leur donner la provenance de certaines matières premières, la façon dont elles ont été produites, le cycle de vie du produit, la réglementation auquel elles répondent. Et donc, pour nous, extrêmement nécessaire, effectivement, d'avoir l'ensemble de cette chaîne dans les deux sens, descente et remontée pour l'ensemble de nos clients. Ça veut dire ce qu'on a déjà au niveau des consommateurs, on est de plus en plus dans la transparence, on arrive à avoir des scanners de QR code pour on voit l'origine, la traçabilité des produits. C'est en train d'arriver dans l'industrie et c'est nécessaire et stratégique pour vous. Extrêmement nécessaire et stratégique, tout à fait. Un exemple chez Pierre Fabre, puisque monsieur Pierre Fabre était extrêmement proche de la nature et il a voulu baser l'ensemble de ses produits sur les plantes. La question s'est posée de comment on explique à nos consommateurs d'où viennent nos produits et une certaine notation. Et via la digitalisation et l'ensemble de cette continuité numérique, on a pu mettre en place un certain nombre de critères, une vingtaine, 20 exactement, qui nous permet de mieux piloter cette transparence et aussi notre stratégie en termes d'éco, socio-responsabilité, puisqu'on va bien sûr regarder la partie packaging, la partie matière première, comme je disais, aussi nos usines, comment on produit, la façon dont on récupère les informations de production, et nos engagements sociétals, extrêmement importants pour la Fondation Pierre Fabre. Et donc c'est vraiment ce que l'on cherche à mettre en avant auprès de nos consommateurs, et ça a été reconnu par l'AFNOR, donc ça s'appelle le Green Impact Index. Bruno Darboux, vous souhaitez réagir? Oui, c'est juste pour dire que la continuité numérique, c'est évidemment un fil dans les deux sens. Et donc, je voulais juste ajouter à ce qui vient d'être dit, la boucle de retour de l'expérience client
vers l'entité qui a produit, qui a conçu le produit. Et c'est une mine d'informations, évidemment, que de savoir comment est utilisé le produit du point de vue de la fiabilité, du point de vue des usages, du point de vue des analyses d'incidents qui peuvent se produire. Donc voilà, le flux de retour est une mine pour améliorer la compétitivité globalement de l'offre et également pour faire du business. Rémi Vernet, je rappelle de chez SAP, j'imagine que c'est une problématique qui vous tient à cœur. Oui, tout à fait. Alors, je pense que pour aller dans la continuité, tout l'enjeu du coup des systèmes d'information, c'est de pouvoir avoir ces fonctionnalités comme un service et de pouvoir les partager bien au-delà de l'entreprise, de pouvoir s'adapter aussi, parce que dans votre exemple, peut-être pas chez Pierre Fabre, mais si on prend l'économie circulaire, qui est aussi une attente, on va s'apercevoir qu'on va avoir des produits qui vont être fabriqués pas tous de la même façon, pas tous avec la même gamme opératoire ou la même nomenclature, la même recette, parce que justement, on va devoir adapter sa planification et son exécution à la part de matières recyclées qu'on va pouvoir prendre en compte. Et ça, dans une logique d'optimisation du bilan carbone ou d'optimisation pour l'environnement. Je pense que toutes nos sociétés sont vigilantes à l'impact qu'elles ont pour elles-mêmes et pour leurs clients et vis-à-vis de leurs fournisseurs. Et je pense qu'avoir un flux d'informations, ça fait un gros volume d'informations à gérer dans plein de domaines, planification, production, logistique, qualité également, et qu'il faut pouvoir la partager de manière fluide avec l'ensemble des acteurs. On a l'impression que l'industrie, à marche forcée ou volontairement, a été pionnière finalement sur l'intégration de ces problématiques de développement durable. Comment on résout cette quadrature du cercle? Là, vous saisissez la parole autant que vous voulez, c'est-à-dire s'inscrire davantage dans le développement durable et avoir une supply chain résiliente. Comment on fait? Rémi? Déjà, je pense qu'il faut effectivement réfléchir aux options qui sont les siennes. Des nouvelles solutions, évidemment, s'imposent. D'abord, il faut mesurer ce qu'on fait. Première étape. Donc, pour nous-mêmes, c'est ce qu'on a fait, SAP. On a pris ce sujet à bras-le-corps assez tôt. Hein. On sera carbone neutral en 2023. On est Green Data Center depuis 2014. Donc, dans les solutions qu'on fournit à nos clients, on essaye de respecter un équilibre environnemental. Et puis, surtout, en tant qu'offreur de solutions, on va leur offrir des solutions pour mesurer, puis contrôler, puis piloter leurs émissions carbone et les aider dans le bon sourcing, dans la bonne formulation, dans la bonne exécution ou l'exécution optimisée, que ce soit de la production. On a vu des schémas Industrie 4.0 aujourd'hui ici chez CGI et dans tout l'aval de la supply chain. Ah oui, je rappelle que cette table ronde se déroule dans le cadre du lancement de votre Centre mondial Industrie 4.0. Vous allez nous en dire quelques mots, mais vous souhaitiez réagir à ce que vient de dire Rémi. Je souhaitais réagir sur une question qui est quand même très très compliquée, mais c'est d'apporter des éléments. C'est pour ça que j'ai dit c'est la quadrature du cercle. Oui, c'est la quadrature du cercle. Sauf Bonne chance, messieurs. Quand on est dans l'industrie et qu'on fabrique, ça veut dire qu'on va utiliser des matières premières et que obligatoirement, voilà, on a un impact écologique qu'on doit prendre en considération et sur lequel on doit prendre nos responsabilités. Après, il y a des éléments sur lesquels on peut amener des réponses et où le digital amène des réponses. Bruno a bien dit, il porte un cluster local. L'industrie 4.0, ça doit permettre de garder l'industrie en local. Et ça, c'est un impact écologique important. Si on arrive à garder de la production, alors on parle moi je parle de non-délocalisation, on parle de relocalisation, là on va avoir un impact environnemental. On sait bien qu'aller produire des pièces à l'autre bout du monde, c'est néfaste pour la planète. Donc on a cet axe-là. On a un autre axe, on sait que donc il y a la partie les produits finis, mais il y a aussi comment on fabrique. Donc l'idée c'est que dans ces usines du futur hyper communicantes, on va avoir des tas d'objets d'IoT qui nous donnent de l'information. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler sur la durée de vie. Parce que l'usine, elle doit être en capacité que ces produits-là ne soient pas, encore une fois, des jetables comme nos ordinateurs ou nos portables. Et là, on doit concevoir et mettre en œuvre des solutions et se poser la question au moment de la solution, quelle va être la pérennité du système que je mets en place. Donc, on peut infléchir et on doit infléchir sur notre impact carbone. Julien Saillard, ça vous fait réagir le côté local et ensuite Bruno? Complètement, dans le choix de M. Pierre Fabre, encore une fois, de ses racines.
et le souhait de produire en local, le fait d'avoir des champs en Occitanie, d'une usine d'extraction de matières premières à Gaillac et des usines de production dans le Tarn. Voilà, ça parle forcément énormément, ça a aidé aussi une partie de notre activité pendant ces 18 derniers mois. Mais je rejoins surtout sur cette partie écosystème qui pour moi parle beaucoup, puisque effectivement le 4.0, c'est avant tout des questions de partenariat, des questions d'échange entre nos sociétés en Occitanie, voire en France, de façon à pouvoir pérenniser ce que l'on met en place. Et il est impensable de faire du 4.0 pour 6 mois, pour 12 mois. On parle de données, on parle de vision, on parle d'analyser tout ça. Et donc pour moi, ça doit se faire avec cet écosystème. Bruno. Et par rapport à l'aspect mondial de la chose, évidemment, sur les secteurs dont on parle, l'aéronautique et le spatial, nos marchés ils sont mondiaux et on est leaders mondiaux. Notre marché d'achat, il est mondial aussi, c'est-à-dire qu'on va aller sourcer quand même des offres performantes où qu'elles soient dans le monde. Donc, il faut qu'on ait quand même des capacités de travailler à distance, d'aligner tout le monde sur des processus à l'échelle de la planète, entre guillemets. Ceci étant, on a un écosystème local qui est très riche, qui a l'habitude de travailler ensemble de manière plus proche, plus efficace que ce qu'on peut faire avec des acteurs plus éloignés. Donc on cultive cet atout-là et le numérique doit nous permettre de faire un nouveau step dans cette approche collaborative. Donc moi je crois beaucoup qu'en étant les pionniers sur des développements de coworking numérique en local, on va donner un temps d'avance à notre écosystème local. Donc il faut continuer dans cette voie-là. Après, le challenge sur le développement durable, c'est de dire que, bien sûr, le numérique, il va permettre d'optimiser notre consommation de matière, notre consommation d'énergie dans nos usines. Après, moi, j'ai toujours le point d'interrogation de combien ça coûte en gaz à effet de serre, ces machines qui tournent dans le cloud. Et donc, il faut quand même penser bilan global. Et donc, je prêche constamment pour une informatique frugale en énergie. Vous dites ça aussi parce que vous avez des remontées de vos membres, de vos adhérents qui vous disent que, attention, l'impact du coût et qualité, c'est aussi à mettre sur le même plan que, ou peut-être avant le développement durable. Vous parlez aussi au nom de ceux qui vous avez des remontées d'informations terrain qui peuvent être hétérogènes en fonction de la taille des adhérents, mais globalement, qu'est-ce qui remonte, qu'est-ce qui les drive en ce moment? Nos chefs d'entreprise, ils ont des préoccupations de chefs d'entreprise, d'assainir les finances après la crise Covid, de repartir en soldant les prêts qui ont éventuellement été faits, et d'être capable de remonter en cadence. Donc ça veut dire approvisionner de la matière, ça veut dire réembaucher éventuellement des personnes, des intérimaires, les reformer. Ça veut dire repartir dans un cycle où la première priorité, c'est d'être capable de livrer et de refaire du chiffre d'affaires. Il faut être quand même clair. Pour les plus petits, c'est ça leur premier enjeu de court terme. Évidemment que tous voient arriver les prochains programmes structurants, que ce soit dans le spatial ou dans l'aéronautique, veulent prendre place là-dessus et donc doivent préparer les conditions dans lesquelles ils seront embarqués dans ces nouveaux programmes. Les conditions, ça va être des conditions de compétitivité, ça va être des conditions aussi de savoir travailler en économie pluriacteur. Donc, investir sur la capacité de collaboration numérique, ça fait partie des choses qui doivent arriver. Quoi d'autre? Et puis les contraintes évidemment d'un monde qui doit devenir durable, y compris sur l'industrie. Alors Jean-Bernard, justement, j'aimerais qu'on parle de votre démonstrateur, ce Centre mondial Industrie 4.0, où finalement il a été maturé du fait de toutes ces observations, et de se dire, voilà, on va faire un démonstrateur des meilleures pratiques. Qu'est-ce qu'a présidé à cette idée? Alors déjà, on n'a pas parlé de CGI. Donc, depuis hier, on est 80 000 dans le monde. On a annoncé une acquisition d'une entreprise là, qui nous ouvre 2 nouveaux pays en Amérique du Sud et 10 agences en Espagne. C'est un pays où on voulait se développer. Et chez CGI, on a 20 centres, un peu comme celui-là. Donc on a 20 centres mondiaux, chacun étant sur une spécialité, qui sont essentiellement, je dirais, sur la plaque américaine et sur l'Europe, et notamment en France, on a déjà un centre important sur le retail. Et on voulait créer, dans cette même logique, un centre sur l'industrie 4.0. Donc on a rapidement choisi Toulouse, parce qu'il n'y avait pas photo, ça faisait partie des fleurons industriels français, et on avait sur place beaucoup de sachants.
Donc, donc ce qui nous drivait, c'était déjà de s'inscrire dans cet écosystème. Et après, ce qui nous a drivé, c'est aussi que les changements qu'on a évoqués, on les voyait arriver. Mais la crise Covid n'a fait qu'exacerber, parce que post-crise, tous les entrepreneurs, et d'ailleurs le digital aujourd'hui on a été très impacté par la crise, mais on est très impacté, je dirais, par la reprise dans le bon sens. Tous les entrepreneurs ont une prise de conscience de l'important de digitaliser leur processus. Et j'aime bien qu'on ait oublié le terme usine du futur, qui était très réducteur parce qu'on était dans l'usine, pour parler d'industrie 4.0, qui est vraiment la problématique de l'écosystème. Et donc nous, ce qu'on veut traiter dans notre démonstrateur, c'est bien cette logique d'industrie. Donc on va trouver des solutions de pilotage de l'usine, mais finalement, ce qui va intéresser le patron de l'usine, c'est pas simplement de voir si sa chaîne elle travaille, s'il a du stock, si ses opérateurs sont là. C'est aussi de voir l'arrivée de flux entrants, la qualité de ce qui sort. Est-ce que le client qui vient récupérer ses produits à une heure donnée est bien prévu? Donc c'est vraiment cette hauteur de vue. Et ce qui nous a motivés, c'est de faire un démonstrateur de différentes solutions, mais surtout de créer un lieu d'échange. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des industriels, on n'a pas la prétention de nos clients qui, eux, sont des fabricants et c'est leur métier. Par contre, on a la chance de capitaliser un ensemble d'expériences. Et ce qu'on veut, c'est un lieu dans lequel on peut venir avec nos clients à la fois voir, mais aussi réfléchir, parce que vous avez vu, il y en a vraiment un espace de co-création, comme on dit, voilà, pour qu'après avoir vu des démonstrations, on puisse se projeter sur ce que l'on est en capacité de mettre en œuvre dans notre entreprise. Rémi Vernet. Ouais, je pense que c'est intéressant d'avoir des centres comme ça pour les industriels et de pouvoir venir voir et toucher un peu l'innovation du doigt. Ça permet de matérialiser. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les tailles d'entreprise à toucher, hein, ce qu'on évoquait plus tôt. Aujourd'hui, je prends SAP, c'est 440 000 clients. 80% de cette population de clients, et c'est beaucoup, sont des petites et moyennes entreprises. Et nous, avec nos solutions et notre écosystème, hein, comme CGI, l'objectif, c'est de pouvoir mettre à disposition ces technologies au plus grand nombre de clients à un coût performant. Vous l'évoquiez tout à l'heure, le cloud est un moyen et la façon de mettre à disposition des solutions plus avancées et plus facilement pour toutes les tailles d'entreprise, il est là et c'est ce qu'on fait avec nos différentes solutions modulaires sur l'ensemble de l'industrie 4.0, mais de la supply chain étendue également. Alors Julien, cette notion de se connecter aussi, de travailler tous ensemble, de co-construire, c'est quelque chose qui est sous-jacent, qui sous-tend dans la politique globale de Pierre Fabre. Complètement. Et je rejoins ce lab, puisque pour moi, c'est vraiment une excellente opportunité de faire venir nos opérationnels et de les éduquer. Parce qu'on parle beaucoup de 4.0, on parle beaucoup de digital, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux faire émerger des besoins qui viennent du terrain, qui viennent des opérationnels, pour pouvoir les mettre en place demain. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment cette émulation, la capacité aussi de croiser les visions entre les différentes personnes, benchmarker dans notre écosystème également, et de vraiment pouvoir faire naître en collaboration de nouvelles solutions auxquelles nous n'aurions pas forcément pensé seuls. Et je trouve que ce lab est une formidable opportunité pour ça. Parce que souvent, quand on évoque l'usine 4.0, l'usine du futur, on parle data, on est tout de suite technique. On évoquait tout à l'heure l'IoT, on évoquait la numérisation, la digitalisation. Mais finalement, ce sont des outils. La finalité, c'est mieux travailler ensemble. C'est, Rémi? Ouais, ce qui est intéressant là, c'est ce qu'on a vu dans la visite, c'est les différentes natures d'utilisateurs. Ils peuvent se projeter. Donc, on peut voir aussi bien l'informaticien avec un problème de cybersécurité, une attaque, que pour un opérateur de production qui, tout d'un coup, on lui dit, en fait, j'ai changé une configuration et finalement, tu ne vas pas assembler les pièces que tu devais avoir. Ce qui veut dire, c'est très complexe, hein, il faut replanifier une chaîne de sous-traitants. Faire livrer une pièce, l'amener au poste de travail, lui donner l'instruction, lui montrer comment opérer. Et c'est ce qu'on peut voir sur les différents postes, on va dire, par lesquels on est passé dans ce centre d'innovation. Jean-Bernard. Dans ce que vous avez cité, la data, l'IoT, etc., il y a un point que vous n'avez pas cité, c'est le processus. Et moi, j'aime bien une des choses qu'on montre dans notre démonstrateur. Quand on parle de l'industrie, très rapidement, on parle de Lean, de Black Belt, et ça, d'optimisation des processus. Et on a un démonstrateur qui est, je regarde comment
un processus se déroule versus ce que j'ai imaginé. Parce qu'on a souvent la capacité à imaginer des super processus, mais là, on va avoir des solutions Et là, ça rend humble. Ça rend très humble. Et le digital va nous permettre de dire, mais j'ai imaginé ça, et bien dans la vraie vie, voilà comment ce processus est appliqué. Et ça, je trouve que... Vous pouvez réagir, messieurs. Vous pouvez réagir. et ça, là, on est dans l'amélioration des pratiques, dans lever du stress, et dans la sustainability aussi, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de code qui est développé pour rien, et qui est aussi consommateur. Complètement d'accord. J'adore cette approche, puisque effectivement, pour moi, on ne va pas digitaliser comment dire, les processus tels qu'ils sont actuellement. Quand on veut digitaliser, on veut forcément passer par une étape de simplification, d'amélioration de ligne, comme vous le disiez. Et c'est en ça aussi, pour moi, que c'est une vraie opportunité pour notre industrie. Ça veut dire qu'il faut quand même auditer, revoir les process point à point. Bien C'est-à-dire sûr. que déjà, il faut collecter la donnée, donc il faut avoir Ouais. les systèmes, parce que la démonstration de process intelligence, elle est effectivement parlante et pertinente. On voit la déviation, ou le volume de déviation par rapport au process nominal qui est bien structuré et qu'on visualise bien. Mais après, il faut effectivement, ça veut dire qu'il faut outiller un peu toutes les étapes du processus. L'IoT pour s'éviter de la saisie manuelle et pas faire au détriment de la productivité. Et puis, il faut aussi accompagner les opérateurs et tous ceux qui travaillent dans la chaîne, parce que, à titre personnel, on a l'habitude d'utiliser des apps, d'utiliser des outils, et finalement, dans l'entreprise, parfois, on a pris un peu de retard par rapport à l'expérience qu'on peut avoir en tant que citoyen privé, j'ai envie de dire. Alors, l'humain dans tout ça, parce que on ne fait pas les choses à marche forcée. Bruno lève le doigt dès qu'on parle d'humain. Oui, On doit accompagner, on doit faire monter en compétences. J'évoquais très rapidement, et vous avez souligné ça, Jean-Bernard, le côté, on doit attirer les talents, mais on ne doit pas non plus les rebuter. Ça fait une masse de choses à gérer quand même, Bruno. Absolument. Moi, j'ai constamment, quand on parle digital, j'ai constamment en tête d'où on part dans un atelier ou dans même un bureau d'études qui est encore sur des outils, sur des méthodes qui datent d'il y a 20, 30, 40 ans. Hein. Donc, on a un step de compétences qu'il faut qu'on arrive à impulser. Donc, c'est de l'accompagnement, c'est de l'illustration, démonstration. Donc, c'est pour ça que cette plateforme est super intéressante. Hein. Ça permet de montrer ce qu'il est possible de faire, et puis ensuite de faire tilter des échos. Mais ensuite, il y a un effort de formation qu'il faut mettre derrière ça avant de vraiment passer en mode opératoire. Je voudrais citer peut-être sur cette thématique-là. Là, pour le coup, je reviens vraiment à l'usine, à l'atelier. Une usine-école qu'on est en train de démontrer au Salon de l'Industrie à Toulouse et qui va être portée à la maison de la formation Jacqueline Auriol. C'est une usine-école qui a vocation à démontrer les technologies avancées de production, connectées entre elles, hein, donc sous forme d'un atelier complet. Et ça permet à des jeunes de se former. Ça permet finalement à des gens qui sont en charge d'ateliers dans des PME de venir se former tout autant que les jeunes. Hein. Donc ces actions-là vers... C'est peut-être là, d'ailleurs, peut-être qu'il y a un préjugé de se dire bah, ça va concerner que les jeunes, mais en fait non, à n'importe quel niveau, vous acquiescez, Julien. Oui. Complètement, c'est pas que les jeunes, hein. Les personnes qui sont sur des métiers opérationnels, c'est aussi comment on les accompagne, comment on les recentre sur leur cœur d'activité, leur vraie valeur ajoutée. Reporter des valeurs à la main n'ont plus aucun sens. C'est comment on repositionne ces personnes et on les fait grandir dans leur métier. C'est aussi une façon de les retenir. Parce que quand vous visitez certaines usines, effectivement, il peut y avoir des méthodes un petit peu anciennes et qui peuvent rebuter les nouveaux talents versus l'utilisation actuelle de moyens digitaux très simples. Et donc, c'est comment on accompagne l'ensemble de ces personnes. Rémi. Je voulais faire un petit coup de pub peut-être pour d'autres organisations, pas que en région, qui sont un endroit où les industriels peuvent trouver de l'information. Je pense à France Supply Chain, dont SAP est partenaire depuis cette année, où il y a un certain nombre de labs qui réfléchissent à des thématiques comme le RPA, comme le Supply Chain for Good, comme tout un nombre d'initiatives où les industriels peuvent venir échanger, trouver de l'information et publier des livres blancs ou des radars technologiques pour aider à naviguer un peu dans toutes ces technologies qui foisonnent et pour les aider à cibler des solutions qui pourraient être adaptées à leurs besoins. Ce qui est intéressant, c'est que là encore, ce qui sous-tend, c'est qu'on doit encore chasser en meute, on n'y va pas de seul, on se réunit, on essaye de réfléchir à l'intelligence collective.
c'est sûr qu'à plusieurs, on est plus intelligent, mais il y a aussi Ça n'a pas toujours été le cas hein, dans il y a une l'industrie. diversité, il y a une diversité il y a une diversité de besoins aussi, hein, en fonction de son secteur industriel, en fonction de ses enjeux. Si on exporte beaucoup, si on est plutôt local, si on fait du B2B ou du B2C, on ne va pas avoir les mêmes problématiques. Et ça permet peut-être de se rassembler et de partager et puis de recueillir l'expérience des autres. Surtout ceux qui se sont plantés, on va éviter Qui se sont plantés, mais c'est toujours, c'est toujours bénéfique. en Parce qu'on erreur, peut mais tirer. quelque part, Ouais. on est français et on a un petit peu peur. Et c'est dommage. Et je trouve je trouve intéressant le centre d'innovation parce que le message, et c'est celui que je porte aussi envers mes clients, c'est de se dire, faisons des projets d'innovation. On ne fait pas peut-être tout de suite le grand soir, mais c'est important d'essayer. Il y a beaucoup de choses simplement accessibles ou plus accessibles qu'on ne le pense. Jean-Bernard, ce que vous souhaitez aussi mettre en avant avec ce centre d'innovation mondiale, c'est un concept. Alors, on adore les anglicismes ici. Hein, tout le monde, ceux qui aiment les anglicismes, lèvent le doigt. Unified Manufacturing, c'est quoi? Unify, alors, Et le dire en français, ça va nous sembler totalement classique, banal. Rebondir sur la remarque, oui, on a peur, parce que quand on a réfléchi à un projet et qu'à un moment donné on l'ouvre, on n'est pas sûr d'être sur les bonnes thématiques, on n'est pas sûr d'avoir choisi les bons use cases, etc. Et donc, alors on a eu quelques clients qui étaient venus en avant-première, ça nous a un peu rassurés, mais les retours qu'on a aujourd'hui nous ont rassurés. Unified Manufacturing, mais moi je suis très content du débat qu'on a, c'est vraiment l'idée de l'écosystème. Et penser que l'industrie 4.0, c'est... alors, on va avoir des robots dans notre centre, parce que c'est sympa, et le robot a sa place, doit simplifier des choses. Mais l'Unified Manufacturing, c'est surtout ce end-to-end, là, comme on aime dire, ce bout en bout, le fait que on ait cette continuité digitale, c'est essentiel. Donc l'Unified Manufacturing, c'est qu'on n'est pas seul dans notre usine, elle ne fonctionne pas toute seule. Elle fonctionne avec ses fournisseurs de matières premières, elle fonctionne avec ses sous-traitants, elle fonctionne avec ses clients, elle fonctionne avec on parlait de problématiques de transporteurs tout à l'heure, qui est un vrai enjeu, avec le lien sur la sustainability. Avoir une capacité demain à faire en sorte qu'on optimise les transports. L'industrie 4.0, c'est des problématiques qui doivent être adressées. Peut-être pas tout seul, avec aussi le législateur, peut-être. Je veux dire qu'il faudra y travailler. Mais moi, c'est ce qui nous plaît dans ce concept d'Unified Manufacturing. On n'est pas tout seul. On n'est pas dans l'idée, je suis tout seul dans mon usine. On est vraiment, je fédère un écosystème. Alors, une autre question sous-jacente, on parlait de data, on collecte énormément de données. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Comment on la raffine? Comment elle peut être vraiment utile? Parce qu'on ne peut pas se contenter de dire, regardez, on a digitalisé tous les process, mais il faut qu'il y ait une finalité bien définie, il faut qu'il y ait une utilité de la data derrière pour engendrer de la productivité ou des nouvelles possibilités. Comment on fait ça, Julien? C'est une très bonne question. Et avant de l'exploiter, il faut travailler en amont. C'est comment on la gouverne, comment on la norme, de façon à ce qu'on puisse l'exploiter après. Hein. C'est un point hyper important. On peut se retrouver avec des datasets qui ont quelques années. On se dit super, j'ai de l'or dans les mains. Et en fait, très difficile à exploiter parce qu'on n'a pas respecté quelques règles. Par contre, ce qui est hyper important et intéressant, c'est aussi de faire grandir nos talents dans nos usines ou dans nos opérations pour qu'ils puissent exploiter cette donnée, effectivement, qu'ils sachent comment faire. Et donc, Demain, tous data scientists. Non, je plaisante. Non, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que data scientist peut faire peur comme mot. Et en fait, on a plusieurs niveaux entre un data analyst, un data scientist. Voilà, on peut juste cranter le bon besoin. Et au-delà du mot, c'est comment on fait monter les gens en compétences pour leur donner accès à des outils hyper simples, avec encore une fois quelques guidance, avec une bonne data gouvernance, mais être capable de s'assurer que nos métiers savent utiliser cette donnée, entre guillemets, sont quasiment autonomes pour prendre les décisions et data driven. En fait, c'est ça pour moi le plus important. Et assurer aussi une autonomie dans comment j'améliore demain, puisque c'est aussi le but, c'est pas qu'un pas, c'est un petit pas pour continuer d'avancer. Rémi, quand on avait échangé en préambule de cette table, vous m'avez dit toute entreprise a l'obligation de devenir une entreprise technologique. Alors ça, c'est une affirmation. Je rebondis sur votre première question et mes 4 axes du départ. Je pense que par rapport aux attentes que les clients ont aujourd'hui, il y a un besoin. Hein. On attend tous un peu plus de traçabilité, je crois, sur plein de sujets. On en a parlé sur la cosmétique, on en a parlé sur, évidemment, pour la sécurité dans l'aviation. On a tous besoin de plus de performance. Donc, on a vu que ça passe par outiller
outiller les centres de production, avoir une meilleure continuité entre le design, ce qu'on fabrique, et puis avoir une visibilité dans la chaîne, créer des nouvelles offres, hein, de l'equipment as a service, je vais utiliser un anglicisme, ne plus vendre un produit, Ce ne sera pas le dernier. mais vendre un service. Ça veut dire qu'on fournit un produit, on l'amène, on l'installe, et après on gère son cycle de vie. Donc pour pouvoir faire ça, il faut avoir les outils digitaux, numériques nécessaires. Et puis, oublions pas le cadre réglementaire qui, pour beaucoup d'industriels, devient de plus en plus prégnant. Le carbone, il y a une ambition saine et civique sur le footprint et l'environnement, mais il y a aussi un cadre réglementaire qui devient de plus en plus difficile ou rigoureux, on va dire, pour l'alimentaire, pour la santé. On l'a vu quand on a voulu mettre en place la traçabilité sur les vaccins, il a fallu faire vite. Ça veut dire avoir des solutions agiles qu'on maîtrise, des supply chains qui évoluent, parce qu'au début, on livre des centres de vaccination. Et aujourd'hui, toutes ces livraisons, elles percolent dans un tissu de zones de vaccination ou d'endroits où on peut être vacciné, pour prendre cet exemple, qui est un maillage beaucoup plus fin. Bruno Darbon. Et peut-être un point qui n'a pas été encore exprimé, et tu viens de l'exprimer, c'est sur la réactivité, hein. Je pense que nos industries, toutes ont besoin de réactivité pour faire face à des crises comme on en a connu, mais simplement pour faire face à l'évolution du monde, qui n'avance pas selon un long fleuve tranquille et qui ne va pas avancer selon un long fleuve tranquille. Oui. On en est convaincu. C'est vrai que c'est de plus en plus chaotique. Donc, il y a même des problèmes de pénurie. Voilà. Donc, dans l'exemple du canal de Suez, qui a perturbé beaucoup de supply chain et on rappelle qu'il y avait un cargo qui avait bloqué le canal de Suez. Et là, on s'est aperçu de l'interconnexion de... Donc, être capable de se reconfigurer sur ces chaînes logistiques, ces chaînes de fabrication, éventuellement sur la conception des produits aussi, hein. Tout d'un coup, on a un nouveau besoin qui apparaît et qui doit être adressé très rapidement. Donc, le time to market fait aussi partie des enjeux où le numérique doit nous apporter énormément. Vu d'Airbus, hein, l'enjeu du programme de numérisation, de transformation numérique, la DDMS, hein, je ne sais pas si vous connaissez, Digital Design Manufacturing and Services, programme de transformation d'Airbus, il a pour ambition de réduire de 30% le time to market de l'ensemble de la chaîne, pas juste d'un service de l'entreprise. Sous-traitants qui ont très chaud d'un seul coup. Voilà, d'une chaîne à 5 maillons, hein, effectivement. Mais, non, mais c'est une ambition à la hauteur d'Airbus, quoi. C'est quand même conséquent. Oui, c'est le minimum 30%, on ne peut pas faire moins. Bah oui, évidemment. Et grâce donc au numérique, à la digitalisation, vous allez y arriver. Julien. Je vais juste réagir sur un sujet, on a légèrement évoqué tout à l'heure, mais sur la façon dont les consommateurs commandent et la part du e-commerce qui devient extrêmement forte. De nouveaux canaux, du TikTok, ce genre de choses, avec des influenceurs très forts et qui demandent une extrême agilité en termes d'opération, parce qu'on voit de très grandes variations, très fluctuantes. Et donc voilà, je pense que le Covid a aussi mis ça en lumière, de nouvelles façons de consommer, d'acheter, et on doit, nous, en tant qu'industriels, être extrêmement réactifs là-dessus. Rémi ? Ouais, du coup, je rebondis parce que sur la supply chain, je parlais d'économie circulaire et de planification de recyclage de matières, mais il y a la supply chain de retour qui n'était pas forcément très répandue. Et aujourd'hui, quasiment tout le monde va avoir un enjeu de supply chain de retour, ce qui veut dire de collecte dans un maillage très fin, d'agrégation de consolidation, de tri et de remise en circulation parce qu'on ne veut rien perdre. Donc du coup, ce sont des systèmes d'information ou des capacités que peu d'entreprises ont ou pas au niveau de maturité qu'on attend. Et la crise, on l'a bien vu avec la crise sanitaire, on a tous commandé beaucoup et je pense qu'on a tous renvoyé un petit peu. Et la réglementation de non-destruction est extrêmement impactante sur cette supply chain. Et du coup, l'innovation sur les emballages, donc à la réflexion, vous en parliez tout à l'heure en conception, mais de l'emballage du produit lui-même, mais aussi de l'emballage de transport qui va être recyclé, qu'il faut suivre, maintenir en état et puis réutiliser pour le plus longtemps, le plus grand nombre de cycles possible. Jean-Bernard. Je vais revenir sur votre question et sur les remarques de Bruno et Julien sur la data. Julien dit la data gouv, c'est essentiel. Et effectivement, quand je vois mes équipes, si je les écoute, il nous faut de plus en plus d'experts de data gouv.
et plus de data analyse. Donc le poids s'est inversé. Et quand Bruno dit 30% de délai, c'est là qu'on a aussi le poids des outils et le poids de la technologie. Les éditeurs de software nous amènent des solutions où lorsqu'on a une data gouv qui est bien implémentée et qu'on arrive à cumuler de la data, moi j'ai un retour d'un client sur lequel on avait fait de l'analyse de données. On lui avait dit, ben, dans votre fabrication, là, vous avez un problème sur tel fournisseur de retour de pièces. Ça, on avait... Et le gars il disait, mais quand même, ça fait 10 ans que je fabrique mon produit et je ne l'ai pas vu. Et donc, c'est là où la richesse de la... J'aime pas bien l'intelligence artificielle, parce que ça n'a rien d'artificiel, mais c'est là où l'analyse de la donnée, l'algorithmique, la data gouv, et Bruno a raison, on peut arriver, sans mettre sous pression la supply chain, à réduire les délais de go-to-market. Allez, messieurs, vous avez 10 secondes chacun pour le mot de la fin, votre vision finalement de l'usine du futur, cette tarte à la crème, ce mot archi rebattu. Je suis en train de vous prendre des secondes là. Moi, j'ai envie de parler. Ce qui me réjouit, c'est l'innovation, c'est l'énergie, c'est la relocalisation, c'est d'arrêter la délocalisation, c'est d'amener des solutions. Et voilà, je pense qu'on a une chance inouïe, avec la croissance qui revient, de faire des choses magnifiques. Et j'ai vraiment envie personnellement de m'inscrire là-dedans, et CGI aussi. Julien. Je dirais créativité et agilité. Je pense que nos opérationnels ont plein d'idées sur comment optimiser leur façon de travailler. Et il faut qu'on soit capable de leur mettre en place des outils hyper rapidement, en mode test and learn, en mode agile, de façon à pouvoir concrétiser les choses et éviter les énormes programmes qui sont un peu problématiques dans certains sujets. Merci Rémi. Je vais rebondir là-dessus, lancer des initiatives d'innovation pour observer et puis se faire la main et puis après déployer et mettre à disposition. Enfin Bruno. Alors pour beaucoup, pour les utilisateurs, le digital, ce n'est pas une fin en soi, hein, c'est un moyen d'arriver à plus d'innovation, plus de compétitivité collective au sein d'une filière, et puis finalement une prospérité économique qu'on maintient sur le territoire. Merci messieurs, merci beaucoup pour la pertinence de vos échanges. Je vous propose qu'on finisse en beauté avec une keynote de clôture menée de main de maître par Éric Grab, qui est vice-président anticipation stratégique et innovation dans le groupe Michelin et fondateur et activateur de Movinol. Il nous rejoint et vous prenez congé messieurs, merci. Éric, je rappelle que vous êtes vice-président anticipation stratégique et innovation au sein du groupe Michelin, fondateur et activateur de Movinone. Alors, il y avait pas mal de matière finalement dans ce que vous avez entendu. Vous avez été un témoin privilégié. Mais j'étais enthousiaste toute la journée, Boris. Et vous me voyez impressionné par les services, les outils digitaux qui m'ont été présentés. Moi qui suis un peu candide dans la question, on a des experts bien sûr chez Michelin qui sont beaucoup plus pointus que moi. Non, c'est une journée impressionnante. Et j'ai envie de dire que ça me rend à la fois optimiste et humble. Alors, optimiste parce que manifestement, il y a encore beaucoup à faire. Il y a des marges de progrès dans la digitalisation de notre chaîne de valeur ou de nos chaînes de valeur, dans la digitalisation de nos usines, de notre supply chain. Et humble, en fait, parce qu'il y a encore beaucoup à faire dans la digitalisation de nos chaînes de valeur, de notre supply chain et de nos usines. Donc, pour la même raison. Et c'est vrai, ça a été dit à l'instant par mes éminents prédécesseurs, la pandémie a été un peu un révélateur quand même de l'urgence et de l'importance de cette digitalisation, de ces outils nouveaux, de ces services qui sont présentés dans ce lab CGI. Alors, vous m'avez demandé d'être un peu un témoin bien candide, comme je le disais. Moi, je vais reprendre un pas avec vous de recul, si vous le voulez bien, Boris, pour dire que finalement, ce que je ressens, et ça a été très largement évoqué avec ce panel qui vient de se terminer, il y a 3 impératifs pour les industriels que nous sommes. Il y a un impératif de résilience, incontestablement, ça a été dit. Alors, je voudrais insister sur le fait que c'est au niveau micro et au niveau macro. Alors, au niveau micro, il y a un cas très intéressant qui a été présenté par les équipes de CGI aujourd'hui, qui était le cas d'une attaque cyber dans une usine donnée. Donc, les attaquants passaient par un réseau fournisseur.
Bon. D'où l'importance, effectivement, de réaliser que l'entreprise, aujourd'hui, elle est élargie. Elle est élargie aux fournisseurs, aux clients, aux différents intervenants dans la chaîne de valeur. Et il nous expliquait très justement qu'il faudrait, par exemple, que le fournisseur mette à jour son logiciel, parce que sinon, c'est une porte ouverte sur la cyberattaque. Mais pour moi, l'impératif de résilience, il est aussi au niveau macro. Et là, je voudrais partager avec vous une discussion qu'on a eue ce matin avec le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, qui me disait, mais finalement, on espère bien qu'on va parler un peu au niveau de l'État, au niveau des candidats à la présidentielle, qui sont, on sait, nombreux, un peu d'industrialisation ou de réindustrialisation, parce que ça va se passer aussi au niveau macro. Donc c'est un impératif de résilience. Il est évidemment lié, et ça a été dit également, à un impératif de développement durable. Parce que si on n'est pas durable, on ne sera pas résilient. Alors là, les équipes de Jean Bernard qui viennent de nous quitter, les équipes de CGI ont été très bons. En fait, ils nous ont fait comprendre durant cette journée que comment voulez-vous traiter la pénibilité au travail et l'attractivité d'une manière générale dans l'industrie sans robotisation, par exemple. Et qui dit robotisation dit data, dit collecte et nettoyage de ces data, dit analyse de ces data, dit interprétation, ça a été dit à l'instant, de ces data, dit couche algorithmique ou intelligence artificielle, et puis services digitaux plus largement, et intelligence collective. J'y reviendrai. Et comment voulez-vous décarboner nos usines, décarboner notre industrie, notre logistique, si on n'est pas capable de mutualiser du fret, par exemple, pour ce qui est de la logistique, comme ça vient d'être évoqué. Et ça présuppose de nouveau un partage de données, des données propres, des données qu'on va analyser, interpréter, pas forcément de la même manière d'une usine à l'autre ou d'un partenaire à l'autre. Ça présuppose donc des services digitaux, comme ils sont évoqués ici dans ce lab d'innovation. Et quand je dis intelligence collective, ça m'amène à mon troisième impératif, qui est pour moi, et ça a été dit là aussi, un impératif d'innovation en écosystème. Alors là, j'aimerais un peu challenger mes prédécesseurs, mes éminents prédécesseurs. Moi, je pense qu'on parle beaucoup d'entreprises élargies, c'est-à-dire on parle beaucoup d'innovation avec ses fournisseurs, ses clients, ses distributeurs. Ça, c'est bien. Évidemment, il faut le faire. Ça a été largement évoqué. Mais pour moi, l'innovation en écosystème, c'est un peu plus exigeant que ça. Sinon, comment on va traiter, par exemple, dans le domaine de la mobilité que je connais un petit peu, comment on va traiter les enjeux sociétaux auxquels on va faire face? Je pense à la congestion des villes et la pollution qui va avec. Je pense à la réduction des gaz à effet de serre et le changement climatique. Je pense aux investissements lourds dans les infrastructures de transport. Si vous ne travaillez pas avec des gens avec lesquels vous n'avez pas l'habitude de travailler, sur des sujets sur lesquels vous n'avez pas l'habitude de travailler. Donc là, ce n'est plus les clients, les fournisseurs qu'on connaît bien, les distributeurs qui sont nos amis. Non, 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 non. L'innovation en écosystème par rapport à l'entreprise élargie, pour moi, c'est véritablement changer de paradigme, changer d'asymptote. On travaille avec des gens avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler et on travaille sur des sujets sur lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. Et ça présuppose d'apprendre à travailler ensemble, ce qui n'est pas une évidence, et on pourra y revenir. Donc, j'aurais envie de dire effectivement, en plagiant un peu ce que mes éminents prédécesseurs ont dit, un impératif de résilience, un impératif de développement durable, un impératif d'innovation en écosystème. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, modestement, chez Michelin. On a créé un écosystème qu'on appelle d'anticipation stratégique et de co-innovation, donc dans le domaine de la mobilité durable, écosystème dans lequel d'ailleurs CGI, notre hôte de ce jour, est très actif. Et en fait, on essaye d'anticiper les marchés, de dérisquer l'innovation. Et pour ça, on a effectivement besoin de travailler avec des gens qu'on ne connaît pas. Tout à l'heure, je crois que mon prédécesseur des SAP parlait de Supply Chain for Good. Bon, Supply Chain for Good fait partie des parties prenantes de Moving On et on travaille avec eux régulièrement. Alors, je voudrais juste peut-être conclure en vous disant que j'ajouterais bien à ces trois impératifs un autre impératif qui est d'innover sur la manière d'innover. C'est-à-dire de favoriser les créatifs dans nos entreprises, les entrepreneurs, les preneurs de risques. Comme me disait Laurent Gerin il y a quelques minutes, donc de chez CGI, il faut être un peu fêlé pour prendre des risques et il faut être un peu fêlé pour innover aujourd'hui. Et j'aime bien, je trouve que ce sont des gens qu'on recherche aujourd'hui dans l'époque dans laquelle on vit. Et donc là, avant peut-être
de changer un peu, Boris, avec vous. J'aurais envie de citer Michel Audiard, qui nous avait bien fait rire tout à l'heure avec le représentant du MEDEF. Et donc, je vous le cite, c'est pas de moi, c'est de Michel Audiard. « Heureux les gens fêlés, car eux, au moins, ils laissent passer la lumière. » Merci. Merci Eric Grave. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt pour un prochain La Tribune Connect Live. À très vite.